أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Honorable assistance, mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi au nom du comité d'organisation, et ce sera fait également par le représentant M. Ladali, permettez-moi de le dire aussi, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités et surtout ceux qui viennent de loin, de l'étranger. Nous leur souhaitons évidemment à cette occasion de passer un très bon séjour à Ouida. Comme vous le savez, l'université Mohamed Ier et le centre CERSO, c'est-à-dire le centre d'études de recherche en sciences humaines et sociales, organisent aujourd'hui cette grande manifestation sur le thème de la concurrence fiscale. Comme nous le savons tous, la concurrence fiscale est un thème qui restera toujours d'importance capitale, surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des problématiques importantes telles que la problématique des intégrations, comme c'est le cas actuellement en Union européenne, mais aussi quand il s'agit de traiter des problématiques comme celle de la croissance économique, etc. La croissance, le chômage, en tout cas, dès qu'il s'agit d'aborder la politique économique de manière globale. Je ne rentre pas dans le sujet, évidemment, mais à cette occasion, nous allons, dans cette séance d'ouverture, nous allons écouter successivement le discours qui sera prononcé par M. Schigel, professeur et directeur adjoint à l'École nationale de commerce et de gestion. M. Schigel qui prononcera un mot au nom du président de l'université. Nous écouterons également le mot prononcé au nom du Centre d'études de recherche en sciences humaines et sociales, par le CERSO. Et enfin, nous écouterons le mot préparé par le comité d'organisation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au professeur M. Schigel, qui, je le répète, va prononcer un mot au nom du président de l'université, Mohamed Ier. السادة والسيدات، الحضور الكريم، أتشرف اليوم لتقديم كلمة السيد رئيس الجامعة الموجهة للمشاركين في هذه الندوة. ونظرا لوجود ضيوف أجانب إعطاء السيد الرئيس أن تكون الكلمة باللغة الفرنسية، لذا سألقي هذه الكلمة
باللغة الفرنسية حتى يتمكن ضيوفنا من متابعة هذه الكلمة. وشكرا. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la communication ou le mot de Monsieur le Président de l'Université, Mohamed Touré. À l'occasion de l'organisation de ce colloque international sur le thème « La concurrence fiscale », je tiens à souhaiter la bienvenue aux professeurs venus des universités européennes, colombiennes et marocaines. Je tiens également à saluer vivement les responsables du CERSO pour le choix du sujet et pour la qualité de l'organisation de ce colloque. Comme je tiens à saluer également donc, ceux et celles qui ont répondu favorablement à l'invitation des organisateurs de ce colloque pour participer aux travaux de cette manifestation scientifique. À cette occasion, je tiens à souligner l'importance de la coopération liant l'Université Mohamed Ier au CERSO depuis la création de ce dernier. Je tiens également à renouveler mon engagement pour aller de l'avant dans le cadre de la coopération et partenariat Université-CERSO pour faire avancer la réflexion sur des thèmes à caractère théorique et pratique en relation avec le développement de la recherche scientifique et du développement économique et social. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel de la mondialisation, de la globalisation, de la crise financière et économique et de l'assèchement des liquidités bancaires, la concurrence fiscale peut-elle contribuer à assurer un afflux de capitaux et des investissements étrangers? En fait, cette concurrence pose la problématique de la compétition des systèmes fiscaux des différents États et les réactions de ces derniers pour améliorer leur position dans cette compétition. L'objectif de cette concurrence fiscale est d'améliorer l'attractivité des États dans le but d'attirer des facteurs mobiles de production. Cependant, cette concurrence peut conduire au phénomène dit du dumping fiscal. En fait, la pratique de la concurrence fiscale a pour but de rendre un État plus attractif pour les investisseurs, d'inciter les élus à une meilleure gestion des collectivités, de rendre les entreprises locales plus compétitives et ainsi de favoriser les exportations, d'attirer ou de fixer des agents économiques à excédent de liquidité dans le pays et éviter la sortie des capitaux pour des raisons fiscales, ce qui va profiter à l'économie locale, régionale et nationale et aux finances publiques de l'État. Cette politique de concurrence fiscale, malgré des avantages avancés, ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, résumés sur le titre « Fiscalité dommageable ». Parmi ces problèmes, citons l'atténuation de la souveraineté réelle des États. Les pouvoirs publics ne peuvent plus librement déterminer leur structure de prélèvement obligatoire. La perte de capacité à financer les fonctions collectives par l'assèchement des recettes publiques, la diminution des recettes fiscales rend plus difficile le financement des services publics et des infrastructures. Le risque de voir les systèmes fiscaux nationaux se réformer aux dépens des facteurs économiques les moins mobiles, ce qui augmente le risque d'inégalité de traitement entre deux contribuables ayant des revenus similaires. Appliqué à certains secteurs, il peut favoriser le développement artificiel d'activités économiquement non justifiées au détriment de projets qui, eux, le seraient en ayant des effets similaires aux subventions. Enfin, la fiscalité tend à favoriser les revenus thésaurisés au détriment des revenus consommés. Dans ce débat relatif au coût-avantage de la concurrence fiscale, les appels à la mise en place de stratégies de lutte contre la concurrence fiscale sont avancés, visant essentiellement ce qui est communément qualifié de paradis fiscaux. Cette stratégie de lutte contre la concurrence fiscale vise, entre autres, l'amélioration de l'attractivité du territoire. Elle vise à rendre plus rentable un investissement sur un territoire plus taxé qu'un autre
Il vise à améliorer la rentabilité d'un investissement sans jouer sur la fiscalité en créant des conditions macroéconomiques plus favorables, meilleure infrastructure, main-d'œuvre plus qualifiée, etc. Toutefois, l'attractivité d'un territoire est souvent plus une question d'image, de la nécessité de mise en place d'un plan marketing territorial pour valoriser les atouts de la région. Mesdames et messieurs, les différentes questions soulevées dans cette présentation montrent que le thème de ce colloque est d'actualité et fait l'objet d'un débat riche avec des points de vue divergents concernant essentiellement les coûts et les avantages de la concurrence fiscale pour les agents économiques, ménages, entreprises, pour les finances publiques et les finances locales et régionales et d'une manière générale pour le développement national et régional. Mesdames et messieurs, les éminents professeurs et chercheurs participant à ce colloque vont sûrement contribuer à faire avancer la réflexion concernant le débat relatif au terme de ce colloque afin de dégager des pistes qui vont contribuer à éclairer les décideurs en matière de fiscalité et de développement dans l'intérêt du pays et de la région. Enfin, je tiens à renouveler mes remerciements pour l'ensemble des participants et des organisateurs de ce colloque en souhaitant un plein succès aux travaux de ce colloque. Merci pour votre attention. Merci. Après ce mot du président de l'université, Mohamed Baye, je vous propose d'écouter maintenant l'allocution de monsieur le président du CERSO. Afin d'éviter tout manque de respect au rang de toute personne présente et par peur de maladresse envers nos invités et toute personne qui a contribué à la tenue de ce colloque, je dirai simplement, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour les CERSO d'accueillir tous ces éminents professeurs pour discuter un sujet aussi important scientifiquement et socialement tel que le sujet de la concurrence fiscale. La fiscalité est toujours un sujet d'espoir et de crainte et par conséquent de controverse. L'espoir d'une meilleure justice de distribution de richesses vont pourtant altérer le processus de la création de cette richesse et la crainte d'une adhésion de la pratique fiscale. La fiscalité en tant que prélèvement obligatoire et ou bénévole de la part de la société à travers ses autorités était une pratique qu'a connue l'humanité depuis longtemps afin de rendre justice aux plus démunis et pour subventionner les besoins de la gestion collective. Mais ça reste toujours, à côté de ça, une façon de mettre à genoux les sujets. Et les prélèvements fiscaux, considérés abusifs, étaient la source, ou plutôt l'origine de plusieurs soulèvements qu'a connu l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, avec la complexité de la vie des sociétés modernes et de ces différentes instances économiques et sociales, et devant une demande croissante de moyens de subsistance et de niveau de vie respectable et de justice, et dans un environnement dit de mondialisation, les instances gouvernementales se trouvent devant l'obligation de trouver des moyens adéquats afin de répondre à ces exigences internes et externes. Les chercheurs, en tant qu'acteurs de réflexion, ainsi que les différents acteurs sociaux, sont dans l'obligation d'aider leur société et à travers ça l'humanité tout entière en analysant l'état des lieux et en proposant une réflexion sur la justice sociale. En prenant acte l'expérience humaine dans ses diverses situations et les différents aspects de la question économique, juridique, politique et sociale. Mesdames et messieurs, nous pensons que ce colloque, à travers les interventions scientifiques de professeurs spécialisés et à travers les débats que va sûrement susciter, est une bonne occasion de traiter un sujet aussi important par les questions que nos éminents professeurs vont soulever. Et nous pensons que ce colloque est une des réponses reflétant le slogan du CERSO pour une recherche scientifique à l'écoute des questions de la société et pour une société guidée par la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer ce mot sans remercier les professeurs Ahmed Adali et Adapté TRFI d'avoir eu l'idée d'organiser ce colloque et de l'effort effectué avec les comités d'organisation pour la grande réalisation de ces journées scientifiques.
Nos remerciements vont aussi à l'Université Mohamed Ier en la personne de son président, M. Aziz Sadouk, d'avoir toujours soutenu les activités scientifiques des CERSO, et ainsi qu'à M. le professeur M. Mohamed Bousseyeb, doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, Nos remerciements chaleureux vont également à nos professeurs invités d'avoir l'amabilité d'accepter de se déplacer pour animer ce colloque. Enfin, nous remercions tout l'auditoire de la présence et nous souhaitons une bonne continuation à votre colloque. Merci. Merci. Et enfin, pour présenter, j'allais dire, les principaux axes qui vont faire l'objet de cette rencontre internationale, je vous propose d'écouter M. Abdali au nom du comité d'organisation, évidemment. Bismillahirrahmanirrahim. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais à ce titre remercier très vivement tous les professeurs qui ont accepté de tenir cette rencontre à Oujda, ville d'accueil et de tolérance. Alors que vos agendas sont très denses, en ces temps particulièrement agités et plus particulièrement la fin et la fête de la fin d'année. L'intérêt, mesdames et messieurs, scientifique manifeste d'une recherche de cette ampleur n'est plus à démontrer. Il revêt une richesse passionnante, non seulement pour la recherche, mais aussi pour la perspective des rapports au jeu. Les questions fiscales ont aujourd'hui une importance grandissante dans la vie des États et des affaires. L'interdépendance économique entre différents pays, les dimensions nécessaires aux entreprises pour soutenir la concurrence et la conquête de nouveaux marchés et les mouvements ont amené la réforme des soubassements fiscaux des différentes législations nationales. Il est vrai, dans une certaine mesure, que chaque État fixe dans sa pleine souveraineté ce qui nous paraît taxable, un peu comme le chasseur abattra le gibier qui survole son domaine, mais contraint par la concurrence des autres États en matière fiscale, les pouvoirs publics ne peuvent plus librement déterminer leur prélèvement obligatoire. Elles doivent tenir compte des nouveaux paramètres qui régissent l'attractivité des investissements, la croissance économique et la gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, dans ces conditions, chaque législation fiscale doit être maniée avec beaucoup de prudence et doit éviter un double écueil. D'un côté, elle doit éviter la lourdeur dont Ibn Khaldoun avait décrit depuis plus de 6 siècles l'effet néfaste sur la production et sur l'État lui-même. De l'autre côté, elle doit éviter le nivellement par le bas que semble imposer une concurrence fiscale rude entre les divers pays et qui prive l'État de ses ressources nécessaires pour mener le développement global et assurer la cohésion sociale. En 1382, Ibn Khaldoun disait que parfois le fisc prétend se tirer d'affaire en augmentant le taux d'imposition jusqu'au moment où la limite du possible est atteinte. Le coût de la production est trop élevé, les impôts sont très lourds et tout espoir de gain demeure théorique. En conséquence, le revenu national continue à décroître, les impôts à augmenter dans l'espoir que ceci compensera cela et finalement la chute de la civilisation suit la disparition de toute possibilité de production et c'est l'État qui en pâtit. Mesdames et messieurs, il est vrai que trop d'impôts tuent l'impôt, mais il n'en reste pas moins que moins d'impôts menacent l'État et peut le tuer. Or, l'État est notre bien commun, il est devenu irremplaçable et son affaiblissement menace en premier lieu l'entreprise,
et ne sert aucune catégorie sociale et ou bien autres entités. Le paiement de l'impôt est un devoir sacré et son évitement frauduleux constitue certes un acte réfutable et odieux. L'objectif, mesdames et messieurs, assigné à la concurrence fiscale est de rendre le territoire d'un État plus attractif pour les investisseurs, d'inciter à une meilleure gestion des collectivités, de rendre les entreprises locales plus compétitives et de conserver les conditions des contribuables aisés. Dans cette optique, la concurrence se construit essentiellement sur le poids des prélèvements obligatoires, sur la nature de l'assiette fiscale et sur le taux d'imposition. En théorie, la concurrence fiscale encourage les États à maîtriser leur assiette et ainsi leurs dépenses. Elle peut obliger les États à revoir la gestion publique et à entamer des réformes structurelles. Toutefois, en pratique, la concurrence fiscale peut se voir dommageable pour certains pays. Mesdames et messieurs, la question qui se pose dès lors, comment l'État, en l'occurrence le Maroc, peut-il être à la fois garant des rentrées fiscales nécessaires et attractif des facteurs de production? Mesdames et messieurs, il me reste à vous formuler mes meilleurs vœux et nos souhaits pour le succès de cette manifestation afin qu'il soit l'occasion d'un échange fructueux, porteur de projets d'avenir dans le cadre d'un partenariat actif. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et merci. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez certainement remarqué, les trois allocutions que nous venons d'écouter montrent bien l'intérêt des questions qui seront débattues tout au long de ces trois séances prévues à cette occasion. Je rappelle que la première séance sera consacrée à l'administration, sera consacrée à la concurrence fiscale au-delà des États. Une seconde séance sera consacrée à la concurrence fiscale au-delà des États, mais c'est la suite. Et enfin, une troisième séance prévue demain qui sera consacrée à la concurrence fiscale au-delà des États, toujours la suite, avec la différence que la troisième séance sera consacrée, comme j'ai vu sur le programme, consacrée au cas marocain. En tout cas, en attendant, comme on dit, dans l'attente du plaisir de débattre de toutes ces questions, je vous propose à l'instant de marquer une pause café qui est prévue à la salle des conférences, à la salle des expositions, située juste à côté. Nous reprendrons évidemment les travaux juste après la pause café. Je vous remercie. السلام ورحمة للجميع. نفتتح أول جلسة في هذه الندوة الدولية حول المنافسة الإشباعية بمداخلتين للأستاذين مرموقين عمداء المادة الجبائية على المستوى الأوروبي. الأمر يتعلق بالأستاذ جورج مارتينيز، أستاذ بجامعة باريس الثانية، نائب برلماني في البرلمان الأوروبي لمدة 20 سنة، وشغل كذلك منصب مستشار مالي لجلالة الملك مغفور المرحوم الحسن الثاني. كذلك كان أستاذ في جامعة محمد الخامس الرباط، ومعي كذلك الأستاذ جاك مالار من
جاءنا من جامعة لوفان-la-Neuve من Belgique. Donc je disais, on entame cette séance et j'ai à mes côtés deux autorités en matière fiscale. Il s'agit du professeur Jean-Claude Martinez et du professeur Jacques Malher. Le professeur Jean-Claude Martinez était professeur à l'université Mohamed V à Rabat. Il a été aussi conseiller financier de Sa Majesté Feu Hassan II. Il est professeur à l'université de Paris 2 et a été aussi député au Parlement européen pendant 20 ans. Je tiens à le remercier, en dépit de l'occupation prenante, d'avoir répondu favorablement à assister à ce colloque. Et sans tarder, je lui donne la parole à mon professeur. Voilà. D'abord, c'est pas un devoir que j'accomplis, c'est un bonheur. Monsieur le doyen, voilà. J'ai un petit peu l'impression de revenir à la maison. Voilà. Je me souviens, mon ami le doyen Tchalati rappeler un petit peu mon parcours et je me souviens, et vous allez comprendre pourquoi c'est un bonheur d'être ici. Un jour, il y avait un colloque, à l'époque, on venait de faire la réforme communale en 76 ou quelque chose comme cela, et il y avait un grand colloque qui était organisé par le ministère de l'Intérieur et qui avait lieu à Meknès sur les collectivités locales. Et à la fin du colloque, Sa Majesté distribuait médailles à tous les intervenants, et arrive mon tour et Sa Majesté me saute, et le ministre de l'Intérieur glisse à droite, et Sa Majesté répond, oui, les médailles c'est pour les étrangers, parce que c'est pas bon. Voilà, donc voilà pourquoi je suis heureux de me retrouver, de revenir encore une fois à la maison, et puis de retrouver une série d'amis, à commencer par notre président de séance, par le doyen Tchalati, avec lesquels nous avons des liens d'amitié, de complicité. Donc on travaillait sur les provinciales, dans son université, dont il est doyen à cette date, et puis de retrouver, grâce à cette invitation, et du professeur aussi Elali, et sur l'intervention du doyen Tchalati, de retrouver des hommes que j'ai plus revus depuis des années, dont Jacques Malher, et qui ont pu, je ne sais pas où, à nous rassiner. On essayait de savoir tout à l'heure, la dernière fois, on s'était vu quelque part sur la planète fiscale, dans le village fiscal, et de retrouver, de retrouver le professeur Bernard, avec lequel nous avons travaillé des années dans un séminaire de droit fiscal, et puis de connaître mes collègues portugais, que je connaissais beaucoup de portugais, donc Vasco, mais voilà. Encore une fois, merci de m'avoir invité, et puis c'est très bon pour la santé parce qu'il fait frais. Comme disait tout à l'heure Jacques, c'est presque le cas immédiat. Voilà, presque comme si on allait skier à le cas immédiat. Voilà, encore une fois, merci. Le thème des organisateurs, monsieur le doyen, monsieur le président, monsieur le directeur du centre ont pris, c'est un thème qui finalement apparaît. Il y a des modes en fiscalité comme pour les vêtements. Et ce thème, sous des noms différents, ça apparaît dans les années 80-90. À l'époque, on parlait des délocalisations, ce qui était qu'un effet de la concurrence. En tout cas, la délocalisation, c'est un instrument pour faire jouer la concurrence. On parlait aussi d'attractivité du territoire. Il y avait toute une série de notions annexes, l'évasion, les paradis fiscaux, qui est le sommet de la concurrence. Aller au paradis, c'est le sommet de la concurrence. La lutter contre le paradis. Étant entendu que le paradis fiscal est un endroit où l'État est sourd, aveugle et manchot. Il est sourd parce que quand on lui demande des renseignements sur quelqu'un, il n'entend pas. Donc il est muet parce que lui demande des renseignements, il ne peut pas répondre finalement. Et il est manchot parce que quand on lui dit d'attraper quelqu'un, il ne peut pas l'attraper. Paradis, donc il est sourd, il est muet, et il est aveugle, il ne voit pas l'argent sale, propre, et il n'a pas de main, et donc il ne peut rien attraper. Ça, c'est
l'idéal pour le contribuable. Voilà, il y a donc toutes ces notions finalement qui se déclinent aussi de taxabilité, de vacances fiscales, d'oasis fiscales. Alors, on tourne au fond, on tourne autour du territoire. Au fond. Le point de départ, on a un territoire, ce territoire est protégé par des frontières, et à l'intérieur de ce territoire protégé par des frontières, l'État exerce sa souveraineté fiscale. Ce que le grand interventionniste français, le professeur Charles Rousseau, disait que la souveraineté était une compétence exclusive, autonome et plénière. Exclusive, c'est-à-dire que sur un territoire donné, il n'y a qu'un seul chasseur. Il n'y a qu'un seul chasseur qui tire sur la volaille. Autonome, on peut tirer quand il veut, et autonome, il obéit à sa propre loi. Mais surtout, la compétence est plénière. S'il veut tirer 50 fois, il tire 50 fois. Il peut tirer 50 perros. Voilà un petit peu. Voilà ce qu'est la souveraineté fiscale. Bon. Ben, il se trouve qu'avec la concurrence, qui est due à la mondialisation, un phénomène extraordinaire qui est la mondialisation, c'est que la frontière disparaît dans le cadre de l'Union européenne, ou devient perméable. Et ce qui fait que l'oiseau, le lapin, ben, il peut s'échapper. Voilà, donc l'oiseau peut s'envoler, et le lapin, tac, 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 il n'y a plus de frontières, donc c'est comme si il n'y avait plus de grillage dans le terrier où il est, tac, 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 et le lapin, il peut s'échapper. Voilà le phénomène de la concurrence. C'est bien résumé d'une publicité, peut-être que vous en souvenez, qui est passée sur les chaînes françaises, mais au Maroc, à l'époque, il n'y avait pas France 24, mais là, tout ça. Et alors, c'était une publicité pour les pâtes de Panzani. Les pâtes de Panzani, voilà. Et alors, on voyait un monsieur qui quittait sa femme, il partait dans le train, il quittait la maison. Et sa femme courait derrière le train en disant « Reviens, il y a les mêmes à la maison, reviens, il y a des pâtes de Panzani à la maison. » Voilà. Eh bien, c'est ça la concurrence fiscale. Quand quelqu'un s'en va pour aller manger des pâtes de Panzani ailleurs, mais il y a l'État qui dit, mais c'est pas la peine que tu partes, reste, reviens. Alors, les grands mots de la concurrence fiscale, c'est reste, reviens, installe-toi à la maison, c'est aussi bien, c'est pas la peine d'aller à la maison d'à côté. Voilà ce qui est le phénomène de mettre les États en concurrence. Et donc, entendu que la concurrence fiscale, c'est un élément double, c'est les États, souvent les États se font concurrence, donc ils sont sur un marché, le grand marché du village planétaire, et ils se... Bon, ben, pour attirer telle entreprise, etc., bon, ben, ils vont accorder les mêmes avantages. Et ce que disait tout à l'heure le professeur Elali, bon, ça peut être considéré comme positif. Ben, si les États sont en concurrence, ben, pour pas qu'on l'argent s'en aille, on va accorder les mêmes avantages en matière d'impôt sur les sociétés, les mêmes avantages en matière de fiscalité locale. Et ça a donné dans les années et en Europe, ça donnait les codes des investissements. Et en Europe, la Grande-Bretagne, quand on a créé le grand marché unique en 1993, toute une famille politique, les libéraux, considéraient que c'était bien, finalement. Au moins, les États devenaient raisonnables, parce que s'ils n'étaient pas raisonnables, l'autre, il partait raisonnable. Ce qui est pareil dans les États fédérés, ou les États régionalisés. Valère en parlera tout à l'heure, mais au Portugal, les Açores, ou en Espagne, Pays Basque, ou la Navarre, peuvent accorder des avantages aux entreprises. Donc il y a des concurrences entre les régions. Il peut y avoir des concurrences entre les communes. Bon, voilà. Donc des autorités publiques, qu'elles soient des États, qu'elles soient des collectivités territoriales, se mettre en concurrence pour attirer le plus souvent les entreprises. Voilà, donc les entreprises viennent chez moi. Il y a des pâtes fiscales de Panzani. Voilà, c'est un petit peu. Donc, c'est les États, les territoires qui se mettent en concurrence. Mais, il y a une deuxième forme de concurrence. C'est que les contribuables sont malins, surtout quand c'est des gros contribuables, finalement, c'est des gros lapins, des gros perdreaux, c'est eux qui mettent les États en concurrence. Donc, soit ce sont les États qui se mettent en concurrence, bon, ça peut avoir des effets dommageables. Voilà un autre mot qui est apparu aussi. La concurrence fiscale dommageable, les territoires coopératifs. Mais ça peut être les contribuables qui se mettent, qui jouent entre les États, qui les mettent en concurrence. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, si vous voulez,
c'est comme les deux faces d'une médaille. Il y a un côté qui peut paraître positif, c'est lorsque les États se font concurrence mutuellement. Bon, il faut imaginer que le contraire du gagne. Bon, ben pour les libéraux, c'est le grand théoricien du libéralisme français, Frédéric Bastiat, au XIXe siècle, qui disait la concurrence est positive. Et alors, il avait cette image extraordinaire. Il disait les fabricants de chandelles, les fabricants de bougies, peuvent ne pas accepter la concurrence du soleil. Donc il s'intervient auprès des députés en disant c'est pas possible, le soleil nous fait une concurrence terrible et nous on peut plus vendre des bougies, on peut plus vendre des chandelles, et les ouvriers qui fabriquent des bougies, qui fabriquent des chandelles vont être dans la misère à cause de la concurrence du soleil, mais la concurrence du soleil peut-être aussi bonne, ça peut faire baisser le prix des chandelles. Quand on a ouvert, quand on a créé le grand marché unique, professeur, toute une série de professeurs d'économie, dans l'école libérale, on dit, ah oui, mais si vous refusez la concurrence, par exemple, si l'Espagne refuse la concurrence des tomates des Pays-Bas, alors c'est comme l'histoire des chandelles, les Espagnols vont être obligés de couvrir de bâches plusieurs heures par jour leurs tomates, de telle façon qu'il y a le même degré d'ensoleillement qu'aux Pays-Bas. Donc pour éviter la concurrence espagnole et pour éviter la concurrence des Pays-Bas sous certains. Donc quand on refuse la concurrence, c'est vrai qu'on peut aboutir à des choses aberrantes, recouvrir les tomates de bâches pour ne pas qu'il y ait à l'Espagne plus de soleil qu'aux Pays-Bas. Voilà. Et après on peut continuer. Nous avons visité à Tacla les serres immenses qui font des concombres, des tomates, etc. Donc, voilà. Donc la concurrence, ça peut être positive. Encore une fois, quand les États mettent, quand les contribuables mettent les États en concurrence, là, ça peut être très dangereux. Alors, exemple, le président Obama, plusieurs fois, à peine élu, est parti en guerre en disant, mais en fait, c'est scandaleux. Boeing, Caterpillar, Microsoft ne paient pratiquement pas d'impôts sur les sociétés. Par on appelle les FC, les Financial Corporation, finalement, ils font transiter leurs bénéfices par un paradis fiscal, de Bahamas ou autre, et puis après ils ont un accord, et quand ils rapatrient, il n'y a pas de fiscalité. L'organe d'arbitrage, l'arbitrage de l'OMC, à la demande de l'Union européenne, avait condamné d'ailleurs les États-Unis à cause de cette concurrence fiscale dommageable. Et enfin, Boeing ne paie pas. L'année 2004, les grandes multinationales américaines devaient payer quelque chose avait une assiette en IS comme quelque chose de 16 milliards de dollars, alors que leur assiette réelle était à 700 ou 800 milliards de dollars. Et les Français ont découvert aussi que les grandes sociétés cotées en ce qu'on appelle le CAC 40, en bourse comme Total, ne paient pas d'impôt sur les sociétés. Et parce que, précisément, ils mettent les États en concurrence et ils vont transférer, voilà une autre expression aussi, le transfert des bénéfices, du prix de transfert, le transfert pricing, ils vont transférer ailleurs, ils vont faire du tax planning, de l'optimisation fiscale, ces grands mots extraordinaires, mais au détriment des caisses de l'État, parce que les gros contribuables mettent en concurrence. Alors, oui, on peut tout à l'heure, les sœurs Hélène l'expert, on peut être content de la concurrence. L'État va devenir plus raisonnable si le petit épicier du sous fait concurrence à l'autre. Il risque de vendre la semoule à un prix plus raisonnable. Ça peut être positif. Mais ça peut être négatif. Ça peut vider les caisses de l'État, les sous peuvent ne pas rentrer. Exemple, Total ou Boeing, voilà. Et ça pose un grand problème parce que c'est pas le petit épicier qui fait jouer la concurrence. C'est les gros, comme on dit dans le langage habituel, c'est les grosses multinationales qui sont. Et ça pose un grand problème parce que les conditions changent. Le monde s'est planétisé. Un grand spécialiste de la communication, Agnuon, qui parlait du village planétaire. Et il y en a un village fiscal planétaire. Et sur ce village fiscal planétaire, les États, ils ont beaucoup de difficultés. Et les gros contribuables se promènent. Tu ne peux pas me donner ça, je m'en vais. Toi, tu ne peux pas m'en donner, je repars. Et ils transfèrent leurs bénéfices, leurs installations, ils délocalisent et ils font des astres économiques.
avec les codes de désinvestissement, qui encore une fois ont été pratiqués les années 70-80 dans tous les États sur la planète, c'est pas sûr que ça ait été très positif. Il y a eu quantité d'études là-dessus. Moi, je m'en souviens, Jacques, il y avait un colloque de l'IFA qui a eu lieu, je crois, à Sydney, je ne sais plus très bien, et était venu toute une série de directeurs de services fiscaux, notamment il y avait des garçons de Singapour et tout ça, qui disaient on s'aperçoit que la concurrence fiscale, c'est comme dans les films de cow-boys, les chasseurs de primes. L'entreprise, bon, il y a un avantage fiscal à un endroit, elle va chercher l'avantage fiscal, il disparaît, comme Lucky Luke, qui parcourt tout l'Ouest à la recherche des primes fiscales, finalement. Et on s'aperçoit que c'est une illusion, parce qu'un État, une entreprise s'installe quelque part, parce que la main-d'œuvre est bon marché, parce qu'elle va pouvoir rapatrier ses bénéfices facilement, parce qu'il y a des facilités de communication, des aéroports, etc. Si en plus on lui donne un avantage fiscal, elle le prend. Mais en réalité, elle vient pour une main-d'œuvre bon marché, pour une main-d'œuvre compétente, habile, pour des facilités de communication, des facilités de rapatriement. Ce qui fait que l'avantage fiscal est une cerise sur le gâteau, mais même si on n'avait pas donné, l'entreprise se développe. Mais les États, parce que c'est la mode, se privent. Voilà. Se privent de recettes fiscales pour essayer d'attirer. Et les collectivités locales se privent. Moi, il y a déjà qui connaît, la ville de Montpellier, on était tout contents. Il y a IBM qui est venu, on a donné, à l'époque, il y avait des choses qu'on appelait la taxe professionnelle, on a relancé la taxe professionnelle parce qu'IBM venait, elle a mené je ne sais pas combien d'employés, puis un jour, l'entreprise s'en va et voilà, on a perdu les recettes. Quand le fabricant Toyota ou Nissan, je ne sais plus, est venu dans la ville française du Nord à Valenciennes, ils étaient tous contents, Toyota ou Nissan arrivaient à Valenciennes, alors on avait renoncé à tout, aux recettes, aux impôts, à la taxe professionnelle, voilà. Tout ça est un peu magique. Alors, si ce dont moi je voulais vous parler, moi je suis un peu sceptique sur la concurrence fiscale. Il appartient à une génération. Mais les keynésiens, peut-être, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire pour les keynésiens. L'État était interventionniste, et puis quand on est français, on a connu Colbert, voilà. On allait rester, l'État, sa majesté, on fait des barrages, voilà. Et puis il y a des grandes entreprises publiques, voilà. Et qui fait que ces trucs de concurrence, sur le papier, c'est bien. Mais les dégâts sont tels que la question doit être posée, comment on fait quand même pour équilibrer, pour civiliser un peu cette concurrence. Encore une fois, c'est des chasseurs qui partent en pâture, surtout un lapin, il faut un petit peu essayer d'harmoniser, de coordonner ces choses. Alors les États, à titre individuel, ont essayé de le faire. Ils ont bien vu que ça tombe mal. Alors ils ont des dispositifs, les Français, les Allemands, les Européens, ils auront probablement un dispositif dans la législation marocaine. Ils ont des dispositifs anti-évasion, des dispositifs pour lutter contre l'évasion que pratiquent les sociétés contrôlées, des dispositifs très complexes. Ça n'a mon rapport, mais ça dit partout. En France, l'article 57 du Code général des impôts, comment on contrôle les prix de transfert. Mais c'est une guerre sans fin, parce que la grande société trouve une astuce. On modifie la législation pour essayer de contrer, la société en trouve une autre, et c'est ça. Moi, je crois qu'il peut y avoir deux dispositifs. Un, qui est en gros inventé, entre guillemets, par l'Union européenne, qui paraît une bonne chose, on va en parler, et puis un autre qui a été inventé par une équipe de Paris 2, avec des jeunes étudiants du master, venant à la fois de Chine, de l'île Maurice, etc., dans laquelle participait Maurice Louvet, le père de la TVA, et que nous avons appelé les droits de loi déductifs. Et je vais vous parler de cette chose. Une, qui serait une adaptation de quelque chose qui est dû à l'inventivité, de très positif de l'Union européenne, et puis l'autre qui est dû à des jeunes chercheurs de Paris. Ce qui est connu, et qui permettrait au moins, à l'égard des grands groupes, d'améliorer les choses, c'est l'Union européenne n'a pas adopté, mais bon, c'est possible, en tout cas c'est souhaitable, c'est que l'Union européenne
avons essayé, dans le cadre de l'Union européenne, d'harmoniser. Harmoniser la TVA, ça s'est fait. On a harmonisé ce qu'on appelait avant les contributions indirectes. Par terminologie anglaise, on appelle les accès, c'est-à-dire les impôts sur les tabacs, les boissons, les produits pétroliers. Bon, ça c'est à peu près fait. Et puis après, c'est tombé un peu en panne. Et on sent bien dans l'Union européenne qu'il y a un problème de l'impôt sur les sociétés. On sent bien qu'il y a un gros problème. Un État comme l'Irlande, c'est du Ricardo. Ricardo, toute la théorie de la séparation de Ricardo, c'est un avantage comparatif. Donc Ricardo raisonnait, parce qu'il était David Ricardo d'origine portugaise, et donc il raisonnait finalement par rapport à son Portugal d'origine et par rapport à la Grande-Bretagne où il avait fait fortune. Et après, il a fait fortune, il pouvait écrire des livres, il pouvait faire de la théorie, mais c'est parce qu'il a fait fortune. Après, quand on a fait fortune, on écrit des tas de choses. Et alors, il expliquait, il disait, le Portugal fait du vin, la Grande-Bretagne elle fait du drap, et les Portugais font bien du vin, Porto, d'ailleurs tellement que les Sud-Africains les copient, ils font du faux Porto, et les Portugais ils ont intérêt à faire que du vin, et pas la peine qu'ils fassent des draps, ils iront acheter des draps chez les Anglais feront, je ne sais pas, l'exil de l'Inde, donc les Portugais vont se spécialiser dans le vin, et les Anglais vont se spécialiser dans le drap, et ils auront chacun un avantage comparatif. L'avantage du Portugal, c'est d'avoir du soleil, et l'avantage des Anglais, c'est d'avoir, j'en sais rien, à Liverpool, à Glasgow, avoir les Beatles, il y avait du temps. Eh bien, la concurrence fiscale, c'est pareil. Il y a un État, il se donne un avantage comparatif. L'Irlande s'est donné un avantage comparatif, c'est spécialisé dans des taux très faibles d'impôt sur les sociétés. Et ce qui fait que dans là, au lieu de fabriquer du drap, du vin, ils fabriquent des taux faibles d'impôt sur les sociétés. Alors ce qui fait que tous les laboratoires français, Servier, qui était célèbre pour le Mediator, il est parti aussi en Irlande, sont spécialisés dans les faibles taux d'impôt sur les sociétés. Et puis les pays de l'Est se sont spécialisés dans la flat tax, ils ont un taux unique pour la TVA, pour l'IS, etc. Et alors ils peuvent se spécialiser d'autant plus que comme ils prélèvent le peu d'impôts, ils n'ont pas beaucoup de sous. Comme ils n'ont pas beaucoup de sous, ils sont pauvres. Et puis ils vont à Bruxelles et ils disent, on est pauvres, donnez-nous des sous. Et ça s'appelle les fonds régionaux, ça s'appelle la politique régionale. Bon, alors de temps en temps, il y en a un qui répond au président Sarkozy, les amis, si vous êtes pauvres, vous devriez augmenter quand même l'impôt sur les sociétés. Parce que vous baissez l'impôt sur les sociétés, vous vous donnez un avantage comparatif, vous manquez de recettes, et puis vous vous demandez à nous, qui avons l'impôt sur les sociétés élevé, de venir vous donner des recettes que vous refusez d'avoir en élevant votre taux d'impôt sur les sociétés. C'est comme ça, dans le cadre européen. Chacun utilise ses armes, c'est comme dans le marché de l'amour, comme dans le marché de tous les marchés du monde, chacun utilise sa tête, ses taux d'impôt, etc. Mais l'Union européenne a dit, on va essayer de mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et elle a inventé quelque chose de très intelligent. L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que c'est? L'idée simple, comme je dis, intelligent. Ça consiste à dire qu'on va avoir des règles communes dans les 27 pays de l'Union européenne. On va avoir des règles communes pour évaluer l'assiette, la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Ce qui fait que si tu vas aller en Irlande, tu vas en Irlande. Si tu vas aller à Tallinn, dans les États baltes, tu vas à Tallinn. Si tu vas aller en Grèce, tu vas en Grèce. Mais quel que soit le guichet où tu vas, toi, société, on t'appliquera partout la même règle. Je dis même qu'à la limite, il n'y a pas tellement d'intérêt d'aller se balader, puisque partout la règle sera la même. Donc on aura les mêmes règles pour appliquer, pour calculer la base imposable. Et après, ça qui est intelligent, les États, chaque État concerné, prendra la partie de l'assiette qui le concerne. Imaginons un groupe de société qui est installé sur 3 ou 4 territoires. Il s'est adressé à un seul guichet, mettons en Irlande. Bon, je parle de la laboratoire Servier, à Orléans, le centre de recherche, et bien en Irlande. Bon, on va lui calculer en même temps de sa base imposable, mais la France va récupérer une partie de la base imposable du grand groupe Servier, va la récupérer sur la base de 3 critères, de 3 clés de récupération. En fonction du chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires du groupe Servier? Quelle est la partie du chiffre d'affaires du groupe Servier qui se fait en France? En fonction du nombre d'employés,
sachant que le groupe Servier a jusqu'à 50 000 employés, combien il y en a en Irlande, combien il y en a en France, on a une répartition, et en fonction des immobilisations. Alors on a 3 critères. C'est une vieille époque, c'est un vieux truc cette histoire-là. Ça remonte à l'époque des cow-boys, au 19e siècle. À l'époque où il y avait des trains aux États-Unis, des trains qui partaient de Californie, en Syrie, pour traverser la grande prairie, les chevaux essayaient de faire la course avec les trains, etc. Et les trains, c'était des compagnies, il y avait des morceaux de compagnies. Et les trains avaient des gares. Et alors il y a un État, je crois le Connecticut, mais je ne m'en souviens plus, qui a dit ces grandes compagnies ferroviaires ont un chiffre d'affaires de moins. Mais il y a une partie du chiffre d'affaires qui est fait sur mon territoire en Connecticut, il y a une autre partie qui est faite sur notre territoire en traversée. Alors on va trouver une clé de répartition de telle façon que je puisse prendre dans le chiffre d'affaires de cette compagnie ferroviaire la partie de chiffre d'affaires qui me revient à mon territoire. Alors après la Californie avait piché le système et elle s'est dit mais non, on tourne des faits à Hollywood. Tourne des faits à Hollywood, mais ces films sont distribués par des sociétés qui sont dans un autre État. Alors là, c'est la concurrence fiscale interaméricaine. Et alors la Californie a dit, nous allons inventer un système, la taxation unique, la taxe unique. Nous réclamons, nous, Californie, à partir de notre territoire californien, nous voulons, comme si je tire sur une pelote, nous voulons pour un groupe de sociétés cinématographiques, nous voulons tirer la part du chiffre d'affaires qui nous revient à nous, Californie. Ça a créé un précédent, aux années 30, mais c'est que ça a continué jusqu'aux années 70-80. Péchiner, le grand mouvement français parle un peu Péchiner, au nom de la taxation militaire. Péchiner s'est vu réclamé par la Californie une partie de son bénéfice mondial. Créer des conflits entre les États européens et l'État fédéral américain qui dit mais moi je suis pour rien, c'est les Californiens. Mais il y avait cette idée qu'on avait une clé de répartition du chiffre d'affaires dans le monde. Et cette idée a été reprise par l'Union européenne et on a inventé l'assiette commune consolidée. On a des règles communes pour calculer la base imposable. Après, les États prennent la partie des bases imposables qui les concernent. Et sur le morceau de base imposable qui le concerne, chaque État est libre d'appliquer son taux d'imposition. C'est très intelligent l'assiette commune consolidée. Les règles sont communes pour évaluer l'assiette du groupe. Chacun il y a une grande pastilla de la société de groupe et chacun prend la part de pastilla qui lui revient. Et après, sur sa part de pastilla, il met le taux d'imposition qu'il veut. Ça, c'est un bon système. L'assiette commune. Il suffirait que ce système de l'assiette commune consolidée soit monté au niveau planétaire. Il suffirait que le comité fiscal, il suffirait sur le papier, que le comité fiscal de l'OCDE, eh bien, fasse une espèce de code de bonne conduite fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, puis une espèce d'accord de gentleman agreement planétaire, et chaque État accepterait de respecter ces règles communes d'assiette, et on aurait une assiette commune consolidée planétaire pour Boeing, pour Total, pour Caterpillar, pour les grands groupes planétaires. On est dans la situation actuelle où les États sont curieux, les États sont très les États, et derrière les États, il y a les peuples, parce qu'il n'y a pas que les États. Les peuples sont curieux, ils préfèrent tout perdre, garder la souveraineté fiscale sur le papier, perdre quantité de recettes, ne pas avoir de recettes sur Boeing, ne pas avoir de recettes sur Total, ils préfèrent tout perdre plutôt que de récupérer quelque chose avec cette histoire de l'assiette commune consolidée. C'est très bête, très très bête. Et ben, les peuples ils sont contents, ils sont souverains, mais ils n'ont pas de sous. Ils veulent être souverains, alors les souverains, mais il n'y a pas de sous. Et évidemment, les grandes multinationales, vous avez raison d'être souverains, bien sûr, on va vous financer des colloques sur la souveraineté fiscale si vous voulez, puisque ça leur permet de ne pas payer. Et donc il y a une complicité entre la bêtise, finalement, et l'intérêt. Dans l'intérêt des grands groupes, contre la bêtise politique des dirigeants, on dit souvent, ouais, t'as raison, t'es souverain, c'est comme je te dis, ouais, c'est quoi, faire ça, tout ça, pas aller, voilà. Il faudra beaucoup de temps pour cette maturation, finalement, pour que les États comprennent que parfois, il vaut mieux lâcher un peu, voire beaucoup, pour récupérer.
plutôt que d'avoir rien. On est dans cette situation qui est terrible. Nous, Marocains, Français, Européens, Africains, on est dans cette terrible. Il s'est créé un phénomène qui s'appelle la mondialisation. De tout, positif, négatif, la mondialisation du marché des hommes, mais la mondialisation aussi de la criminalité, la mondialisation de la drogue, la mondialisation des flux migratoires, la mondialisation de tout, les communications, etc. Et les outils, c'est pour ça que la fiscalité est passionnante, les outils dont disposent les États se trouvent déstabilisés, deviennent inadaptés en face de ce phénomène de mondialisation. Parce que les outils des États fonctionnent jusqu'à la frontière, sur le territoire, mais la frontière petit à petit disparaît. Et on est dans cette situation. Montesquieu, il a pris un coup de vieux. Montesquieu, c'était sympa, comme il traduit, c'était grand, mais oui, mais les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, ben ouais, mais il y a le pouvoir médiatique. Ah oui, mais il y a le pouvoir économique. Le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, parce que il y a le pouvoir médiatique planétaire, il y a le pouvoir économique planétaire. Et les outils que nous avons, on est dans la situation, et en matière fiscale, on le voit, la souveraineté fiscale, oui, c'est sympathique, la frontière fiscale, c'est sympathique, le territoire fiscal, c'est sympathique, oui, mais le lapin, tac, 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 il est parti ailleurs. Et l'oiseau, il s'est envolé, et la cigogne, il s'est posé ailleurs, à l'endroit où on le tire pas, il s'est posé sur les cheminées, il n'y a pas de chasseurs, il y a des chasseurs qui ne voient pas, qui sont manchots, aveugles, sourds, et voilà la situation actuelle, qui est une situation terrible, qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, le temps qu'on accepte de monter au niveau planétaire. Si l'ampoule est grillée au plafond, il faut monter au plafond et changer l'ampoule. Alors on peut discuter de l'électricien, on peut discuter de la nationalité de l'électricien, on peut discuter de l'échelle, on peut discuter de celui qui fournira l'ampoule, mais il faut monter au plafond. Et donc les problèmes fiscaux sont au plafond du monde. Et il faut monter au plafond du monde. Et là, personne ne monte au plafond. Donc, première hypothèse, premier instrument qui sera un instrument en tout cas efficace pour l'impôt sur les sociétés qui est le vrai problème, l'assiette commune pour société. Mais il y a un deuxième instrument qui tiendrait du miracle. C'est les droits de douane déductifs. Alors Maurice Doré qui avait inventé la TVA, qui a participé à notre recherche, parce qu'il était content à la fin de sa vie s'embêter, et donc comme tous les grands savants, et donc il avait participé à notre séminaire et il croyait beaucoup en cette. Alors, l'idée de l'assiette des droits de douane déductibles est la suite. Je vais faire un petit détour. Si après, vous voyez ce que notre ami ici, l'assistant de projection, de mettre les petits schémas. Voilà comment se situe. Tout à l'heure, on voyait un Tirati, par une petite expérience que j'ai eue à la fois à l'OMC, dans les négociations à Seattle, à Cancun, à Doha et à Hong Kong. Nous avons remarqué, depuis, ça avait commencé avec le GATT, ça en 1947, mais ça s'est accéléré à partir de ce qu'on appelle les bureaux de Wera, qui a été signé d'ailleurs ici, qui a été signé à Marrakech en avril 1994. Et signé au Maroc. Nous avons remarqué, depuis 60 ans, donc planétairement, dans le monde entier, Maroc, nous avons remarqué, donc et chez le président, la baisse des droits de douane, la réduction des droits de douane, pour aller à la suppression des droits de douane. Enregistrez bien l'information, la réduction des droits de douane pour aller au final à la suppression avec les avantages de cela, le libre-échange, le libre commerce, le suffisant de l'Europe, qui a explosé au bon sens du terme, on s'échange des produits, bon, tout ça est extrêmement positif. Voilà, on l'appelle le libre-échange de Ricardo, ça a amené de sortir au Brésil, ça crée de grands problèmes. Ça crée aussi des problèmes. Ça crée aussi des grands problèmes. On n'est pas ici pour en parler, mais ça crée des problèmes paysans. Les Africains vendaient du poulet bicyclette, on les appelait du poulet bicyclette parce qu'ils venaient au marché à bicyclette, le poulet était attaché par les pattes. Et puis est arrivé le poulet brésilien. Et les Africains qui vendaient du poulet bicyclette, mais ils ont plus vendu du poulet bicyclette. Parce qu'il est arrivé le poulet brésilien, il avait au congelé. Les Mexicains avaient inventé, entre guillemets, le maïs. À partir d'une plante de la thérophane, les Indiens avaient croisé la plante depuis 5000 ans, avaient fait le maïs. Donc le maïs, il était mexicain. Ils ont passé un accord de libre-échange avec les États-Unis, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, l'ALENA, et est arrivé le maïs de la cornelle, la ceinture du maïs du
pour les éleveurs mexicains. Non, il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés qui ne sont pas. Et prenez le débat présidentiel français, on parle de petites voitures connues, les enfants jouent, les petites voitures majorettes, sont partis, les industries, bon, tout le monde, mais ça crée des problèmes. Mais ça crée des problèmes pour ceux qui concernent le sujet. Ça crée des problèmes fiscaux. Pourquoi ça crée des problèmes fiscaux? Si je réduis les droits de douane, voire si je supprime les droits de douane, je mets en concurrence des États qui n'ont pas les mêmes systèmes fiscaux, qui n'ont pas les mêmes systèmes sociaux, qui n'ont pas les mêmes charges de travail et qui n'ont pas les mêmes charges fiscales. Non, ben, il y a des États qui prennent le droit, encore une fois. Et le droit de douane permet évidemment, comme des écluses, de faire la passion. Mais on est tous d'accord. La grande équation qui est posée, on est tous d'accord que le libre-échange, en gros, c'est positif, ça crée bien, ça crée des processions. Mais quand même, maintenant, il y a des trucs négatifs, les paysans disparaissent, et les systèmes fiscaux se mettent en concurrence. Donc il faudrait trouver un miracle. Il faudrait trouver un truc qui permet d'avoir tous les avantages du libre-échange et tous les avantages du protectionnisme. C'est ça qu'il faut. Donc, un truc qui protège et qui laisse la liberté. Et bon, on l'a découvert. C'est quand même une bonne nouvelle. Et on l'a découvert depuis une dizaine d'années. On a découvert un système technique qui permet d'avoir tous les avantages du libre-échange, tous les avantages du protectionnisme, et même de monter le commerce humanitaire et de développer le commerce humanitaire. Ce qui quand même s'appelle, de temps en temps, il y a des miracles comme ça, l'invention d'antibiotiques, il y a un miracle, l'invention de la TVA, il y a un miracle, puisque dans la TVA, et c'est important ce que je raconte la TVA, parce que c'est calqué, le système mis au point par ce séminaire, ce master, avec encore une fois la participation du père de la TVA, l'invention de la TVA, qu'est-ce que c'est le génie, le coup de génie de la TVA, c'est pour fabriquer cette bouteille, je la fabrique en 2 coups, et que j'ai un impôt à chaque coup, ce qu'on appelle les taxes en cascade, les taxes à la production, bon, bah, si chaque fois j'ai une taxe de 10, et pour fabriquer cette bouteille, je fabrique d'abord le plastique, puis je fabrique le bouchon, je fais ça en 2 coups. Si la taxe est en cascade à 10%, je vais avoir 10% de premier coup, 10% de deuxième coup. Mais si je la fabrique en 50 coups, je vais avoir 50 fois 10%. Ça, c'est le coup de génie de la TVA, le professeur Bernard, tout à l'heure, on en parlera. Le coup de génie de la TVA, c'est que vous le fabriquez en 1 coup ou en 50 coups, à chaque coup, vous déduisez la TVA que vous avez supportée en amont. Donc, ce qui fait que vous fabriquez en 1 coup ou en 50 coups, ça change rien. C'est ce qu'on appelle la neutralité de la TVA. Ce qu'on appelle, ce que les économistes qui sont déjà intelligents appellent les asymétries. On supprime les asymétries dans le circuit. Or, aujourd'hui, notre grand problème, c'est qu'on a des asymétries planétaires. Le coût fiscal n'est pas le même en Chine, au Maroc, ailleurs, etc. Et donc, on a de grandes asymétries. L'invention du droit de douane déductible, encore une fois, qui est calqué sur supprime les asymétries. Voilà, c'était ça le point de départ. Alors, comment ça fonctionne, le système des droits de douane déductible? C'est un système qui change le mécanisme douanier. Et le mécanisme douanier n'avait pas changé depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, et même plus depuis Rome, on appelait ça le portieron, le droit de porte. En gros, le droit de douane, ça consiste à faire un mur, et quand il y a le type qui passe le mur, on lui prend des sous. Le droit de douane, depuis 2000 ans, alors le mur peut monter, le mur peut descendre, on peut mettre des guérites, on peut mettre des douaniers avec des casquettes sans casquette, on peut compliquer le système. En gros, ça consiste à pas. Vous rentrez dans la ville de Oujda, tac, il y a un droit de porte pour rentrer dans la ville de Oujda. Et il y avait un droit d'octroi en France, encore jusqu'en 1940. Le système fruste le droit de douane. Le père de Adam Smith, l'homme du libre-échange, le père de Adam Smith était douanier. C'est peut-être pour ça qu'il a tenté le libre-échange en réaction contre son père. Et à la fin de sa vie, il est fatigué, comme nous tous à la fin de la vie. Et à la fin de la vie, quand il n'allait pas bien, je ne sais pas ce qu'il avait, il remettait le costume de douanier de son père et il se promenait dans les rues des Bienbourgs, ce qui est quand même délicieux pour le champion du libre-échange. Il était un costume de douanier à la fin de sa vie, en se baladant dans les rues des Bienbourgs, mais il n'était pas bien, il était fatigué. Et il revenait, quand on était papa, il a arraché, on revenait comme quand on était petit. Je me souviens quand il accompagnait son papa. Voilà un petit papa. Alors, tout le système repose encore une fois sur réduction des droits de douane pour aller à la suppression. Eh bien, mes
c'est trop fruste. Il y avait une autre voie qu'on n'a pas vue, qui était la voie de la déduction, comme la TVA. Alors, est-ce qu'on peut projeter où est notre assistant magnifique le petit schéma. Le temps qu'on a trop, on a nous projeté le petit schéma, mais je vous raconte. La première idée, c'est l'idée que l'idée centrale, c'est quelque chose de très simple. Encore une fois, les grandes inventions, je crois que c'est une grande invention, quand Maurice Louret y croyait beaucoup, les grandes inventions sont des choses simples. Je vais vous faire un parallèle pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il y a un siècle, il y avait un médecin autrichien, qui avait été étonné d'une chose, c'est que dans un hôpital à Vienne, dans une salle de l'hôpital, les femmes qui allaient mettre au monde un bébé, il y avait plus de femmes qui mouraient que dans la salle d'à côté. À peu près 80% des femmes dans une salle donnée qui mettaient au monde un enfant mouraient. C'est ici. Et dans la salle d'à côté, il y en avait beaucoup moins. Alors il a observé le docteur Sebel-Wells. Il a observé que dans la salle, beaucoup de femmes mouraient au cours de l'accouchement. C'est que cette salle était rattachée à la morgue aussi, elle était rattachée à une salle d'anatomie où on disséquait les cadavres. Et les médecins qui participaient à la dissection du cadavre, on était en 1840, les médecins qui participaient à la dissection du cadavre remontaient faire l'accouchement avec le même tablier sans se laver les mains. Et il a eu l'idée, et peut-être ça vient du fait, on n'avait pas inventé, on ne savait pas ce qu'étaient les microbes, tout ça. Et il a eu l'idée, peut-être il suffirait d'installer un lavabo à l'entrée de la salle. Alors il a installé un lavabo, et il a obligé les gens à se laver les mains, et le taux de mortalité s'est effondré. Alors tous les grands patrons de médecine, au lieu d'être contents, ils ont dit, on l'a foutu dehors, on l'a foutu dehors. Monsieur Sebel-Wells prétend qu'il y a des petites bêtes sur les mains qui tuent les femmes. Mais on a beau regarder les mains, personne n'a vu les petites bêtes. Les petites bêtes, elles n'existent que dans l'imagination de monsieur Sebel-Wells, on l'a foutu. 40 ans après, il y avait Pasteur qui arrivait, la microbiologie, etc. Donc il avait senti que c'était très simple, il suffisait de se laver les mains. Et bien là, au lieu que ce soit les femmes en couche qui meurent, il y a des milliers d'entreprises qui meurent, il y a des milliers d'emplois de paysans sur la planète qui meurent, mais il suffit de se laver les mains. Et se laver les mains, c'est les pas de droit vécu. Alors, la première image, comment ça marche? Le Chinois, un exportateur chinois, vend en France, par exemple. La France dans l'Union européenne, c'est un peu compliqué, nous oublions l'Union européenne, mais ça change. Sur le plan juridique, c'est pas tout à fait pareil, parce que le droit de douane appartient en fait à l'Union européenne, mais peu importe, après, c'est bien important. Donc le Chinois, il y a le bateau qui arrive avec son chargement de t-shirts, il arrive à la frontière de l'Union européenne, il arrive en France, en Belgique, ça change bien l'histoire, et il prend le droit de douane 200. Un droit de douane classique de ça. On a mis le droit de douane, ce droit de douane, on l'a mis modulable. C'est-à-dire que le droit de douane va varier selon la symétrie. On va mettre un droit de douane qui permet de tenir compte de l'avantage environnemental de la Chine, qui ne se préoccupe pas d'avoir du bon, si ça pollue, si ça pollue. De l'avantage foncier de la Chine, qui ne se préoccupe pas si les terres agricoles disparaissent parce qu'on construit des usines, des autoroutes. De l'avantage fiscal de la Chine, de l'avantage salarial de la Chine, $2. $2 la journée, et sur les $2, le petit paysan qui a quitté sa région et qui est venu travailler à Shanghai ou à Guangzhou, on lui en donne aucun. Si on lui donnait les deux, au bout d'une semaine, il partirait. On lui en donne aucun, il est obligé de rester avant qu'on lui donne l'autre. Et comme on ne lui donne jamais, il reste tout le temps. Donc il prend un droit de douane de 100 qui rétablit l'équilibre. Ça, c'est le droit de douane classique, bête, banal, le droit de porte qui a 2000 ans. Mais, nous revenons. Ce droit de douane, comme magie, comme c'est dans les contes d'Andersen, de Cendrillon, donc comme magie, ce droit de douane se transforme en un crédit douanier. Crédit douanier de 100. Et ce crédit douanier repart en Chine, chez l'exportateur chinois. On dit l'exportateur chinois, vous avez livré des t-shirts, vous avez pris 100, c'est un handicap pour vous, mais n'ayez pas peur, vous avez un crédit douanier de 100. Et l'exportateur chinois reçoit un crédit douanier. C'est ça la grande nouveauté. Le droit de douane s'est transformé en un crédit douanier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'exportateur chinois avec ce crédit
bien qu'il y ait un vignoble chinois, bien qu'il y ait du vin chinois, bien que ça progresse, il dit ben, je vais acheter du vin. Alors, il va acheter au Portugal, mais c'est peu d'endroits en France. Et après, juridiquement, sur l'Europe, il reste en France. Donc il dit ben, je vais acheter du vin. Alors il va à Bordeaux, chez un viticulteur, mais pour aller acheter du petit prix de Boulavoine. Et c'est pour donc qu'il achète pour 150 de vin. Le viticulteur français, les Européens, lui dit d'accord, vous avez un crédit douanier, mais on va honorer le crédit douanier, il n'y a aucun problème, on est là. Combien vous avez un crédit douanier, vous nous donnez un bon d'achat combien? Il dit j'ai un crédit douanier de 100, j'ai vendu des t-shirts aux Français. Très bien. Alors le marchand de vin français, 150 euros de vin, je vous enlève le crédit douanier de 100 et vous allez me verser que 50. Après, j'ouvre une parenthèse. Que fera le marchand de vin français? Le marchand de vin français traitera ce crédit douanier de 100 comme une TVA d'amour. Il dira d'accord, moi j'ai avancé les sous, mais c'est pas moi avancer les sous, c'est à l'État français. Donc il déduira au titre de sa TVA, sur la TVA qui doit payer le viticulteur français qui doit payer la TVA, il déduira le crédit douanier de 100 comme une TVA d'amour. Et la France qui n'a pas encaissé ces 100 de droits de douane, c'est le budget européen qui les a encaissés, la France se tournera dans le budget européen et dira alors c'est vous qui avez encaissé les 100 et c'est moi qui ai honoré les 100 et le budget européen retrouvera. Mais ça, c'est pas notre problème. Bon, voilà. Ce crédit douanier de 100 a été honoré sous forme de l'achat. Hypothèse 2, et c'est là où ça devient intéressant. Donc le droit de douane qui était modulable devient remboursable. Il était modulable, il devient remboursable sous forme de crédit. Hypothèse 3, et c'est là où ça devient intéressant, le Chinois n'a rien à acheter. Il a un crédit douanier de 100 sur ses t-shirts, il n'a rien à acheter. Il va en bourse, ou il va à la banque, et il vend son crédit douanier de 100. Il y a un marché des crédits douaniers, comme il y a un marché des quotas de pollution. J'ai reçu le droit de polluer de temps, je pollue moins, j'ai mon quota de pollution, c'est créer un marché de bourse des quotas de pollution, et je vends en bourse mon quota de pollution. Donc il va en bourse, et il vend son crédit douanier de 100. Sur la planète, il y a un crédit douanier de 100 à la disposition des gens qui veulent acheter quelque chose en France. Il y a un crédit douanier de 100. Il y a un Colombien, mais ça peut être un Marocain. Le Colombien dit, mais tiens, moi je vais acheter du parfum. Il va acheter en France du parfum. Donc il va en bourse, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un crédit douanier sur la France? Alors il dit, mais tiens, il y a un crédit douanier là qui se balade, il y a un Chinois. Donc il va en bourse, il va en banque, il va sur le marché des crédits douaniers. Et il achète un crédit douanier de 100, puisqu'il y avait un crédit douanier de 100 qui se battait. Il achète un crédit douanier de 100, il arrive à Tactane, il prend son crédit douanier, il arrive en France, il achète du parfum. Il va chez Dior, j'adore, il va chez Dior, et il dit, je vais acheter du parfum. Il dit, bien sûr, le parfum combien? Il vaut 150, 200, 300. Il dit, mais j'ai un crédit douanier. Il dit, aucun problème, vous avez un crédit douanier, on peut vous déduire le crédit douanier. Donc il achète un parfum, 150 moins 150. Le marchand de parfum, lui, il a fait le cadeau de 100, il va faire le cadeau de 100, il traite ce crédit douanier qu'il a honoré entre les mains de la Colombie, il le traite comme une TVA d'amont, il déduit un mois après de la TVA qu'il va payer. La France, parce qu'on est dans l'Union européenne, et ce sera le Maroc qui va changer un petit peu, comme on est dans l'Union européenne, la France va vers la caisse du budget européen, il dit, mais moi j'ai honoré, alors que c'est vous qui avez encaissé le droit de douane, donc, le crédit douanier qui était remboursable, qui était d'abord modulable, qui était remboursable, devient là négociable. Le crédit douanier devient négociable. Supposons maintenant qu'au lieu de faire un commerce entre des pays riches, on fasse un commerce entre des pays riches et des pays pauvres. C'est le cas. Par exemple, c'est le cas. Un pays émergent, ça peut être la RDC, ça peut être le Maroc, etc. On vend du bois, par exemple, à la France. Ou à l'Europe, qui vous dit. Il arrive, il passe la frontière européenne, il prend un droit de douane de 100. Ce droit de douane va se transformer en crédit douanier. Mais, comme il s'agit d'un pays émergent, d'un pays en voie de développement, d'un PMA,
d'un pays moins avancé, on va appliquer une vieille technique que Jacques connaît bien et que tous les fiscalistes ici connaissent, la technique qu'on connaît en droit international du tax paying, du matching crédit. On va accorder un avantage au pays en voie de développement. Ce qui existe dans le cadre de l'OMC. Dans le cadre de l'OMC, l'Union européenne a le système qu'on appelle le SPG, le système des préférences généralisées. On accorde des avantages. Le crédit douanier permet d'accorder de façon beaucoup plus élégante l'avantage. Le Gabon a supporté un droit de douane de 100 et ça lui prend le crédit douanier de 150. On les fait un cadeau de 50. Comme j'ai une convention de nouvelle position avec un pays en voie de développement, ce pays en voie de développement a prélevé 100, je lui offre un crédit d'impôt à l'entreprise qui a supporté, je lui autorise l'entreprise à déduire 100. Ça, c'est classique, hein, c'est le tax paying, le matching crédit, c'est cool. Dans le Gabon, eh ben, se trouve avec un crédit douanier de 150 alors qu'il a supporté le 100, même schéma que le numéro 3, où il a quelque chose à acheter en France et il va déduire 150, où il n'a rien à acheter en France, il va en bourse, il vend son crédit. Faisons le bilan. Plus je pratique du protectionnisme, plus je mets des droits de douane élevés. Et apparemment, plus je bloque le commerce international. Mais c'est ça le problème. Plus je mets des droits de douane élevés par le protectionnisme, et plus j'offre de crédit douanier. Et plus j'offre de crédit douanier, plus je favorise le commerce international. Le protectionnisme devient une machine à fabriquer du commerce international. Plus un État se protège, et plus il fabrique du commerce international. Et comment? Ben, il réalise le rêve de Keynes, le manquant. C'est que les droits de douane, parce qu'ils deviennent déductibles, parce qu'ils se transforment en crédit douanier, les droits de douane deviennent une monnaie de commerce international. Et la masse monétaire des crédits douaniers est égale au montant de droits de douane existant sur la planète, multiplié par la vitesse de rotation des crédits douaniers. Je prends l'exemple. L'Union européenne prélève 13 milliards d'euros chaque année à ses frontières. Avec le système des crédits douaniers, l'Union européenne offrirait à la planète 13 milliards de bons d'achat. C'est le système de géant casino. Je vais au géant casino, j'achète, mais à la caisse, on me donne un bon d'achat. Et je peux revenir acheter de la lessive, de la poudre. Et bien là, je vends, et à l'entrée, le droit de douane, il se transforme en bon d'achat. Donc l'Union européenne prélève 13 milliards de droits de douane. Ces 13 milliards de droits de douane se transforment en 13 milliards de crédits douaniers. Mais comme ces crédits douaniers passant, numéro 2, passant par le système boursier se mettent à tourner, ils ont une vitesse de rotation fichère, et donc ils créent une monnaie de commerce international. C'est-à-dire qu'à côté des DST, des droits de tirage spéciaux, à côté des droits de tirage spéciaux du FMI, qui sont la monnaie de commerce international, mais pas très pratique, là, nous avons une monnaie de commerce international qui s'alimente, qui s'auto-alimente avec les droits de douane. L'immense avantage de ce système, c'est que, prenons le système actuel. Dans le système actuel, si un État ne se comporte pas bien, fait du protectionnisme sanitaire, du protectionnisme phytosanitaire, il peut être condamné par l'ORD, par l'organe de règlement des différends. La France, l'Europe, qui a refusé les viandes aux hormones, c'est-à-dire dans les grands élevages du Kansas, à perte de vue, on pique les vaches avec du clone du Tyrol, des hormones de croissance. Ouais, la vache est bien comme un boxeur, un type qui fait du bodybuilding, la vache est bien costaud. Mais bon, elle a quand même des hormones de croissance. Les Européens n'ont pas voulu. C'est dangereux pour la santé. Évidemment, vous ne voulez pas de vaches, piquées aux hormones, eh bien vous allez être punis. Je vais à l'organe de règlement différent et on a été punis. Et quand on est puni par l'organe de règlement différent, c'est invraisemblable. On est puni à quoi? On est puni. L'État qui gagne reçoit le droit de mettre un supplément de droit de douane, par exemple sur les fromages français. Ce qui est une histoire de faux. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif est de favoriser le commerce international, pour sanctionner quelqu'un qui met des entraves au commerce international, pour le sanctionner, on autorise la victime à mettre un supplément d'entrave au commerce international.
Mais c'est une histoire de dingue. L'Organisation mondiale du commerce est un système. Quand vous êtes puni, celui qui a gagné a le droit de mettre un supplément de droit de douane, c'est-à-dire un supplément de ça de la commerce internationale. Mais c'est faux. L'organe de règlement des différends de l'OMC, c'est un truc de faux. Le but de l'OMC, c'est de favoriser le commerce international. Et ce qu'elle fait, c'est de l'entraver. Avec le système des droits de douane déductifs. Mais tout devient clair comme la signalé ou la signalé. L'État qui est condamné, il est condamné à quoi? Il est condamné à offrir un supplément de crédit douanier. Et donc un supplément de monnaie de commerce international. Et là, c'est cohérent. Parce que celui qui est puni parce qu'il a mis des entraves au commerce international, sa punition consiste à favoriser le commerce international en donnant un supplément de crédit douanier. Et vous voyez que s'enclenche un mécanisme vertueux, s'enclenche plus je mets de droits de douane, plus j'offre de crédit douanier, plus j'offre de crédit douanier, plus j'offre de commerce international. Question. Mais alors on fait comment pour réaliser ce miracle? Ben c'est tout ça. C'est grâce à la clause de la nation la plus favorisée. Qu'est-ce que c'est la clause de la nation la plus favorisée? La clause de la nation, il va y avoir des internationalistes ici. La clause de la nation la plus favorisée est un système triangulaire. Si Jacques Paris et le doyen Tialati sont en situation triangulaire de clause de la nation la plus favorisée, le doyen Tialati, par un accord commercial, m'accorde la clause de la nation la plus favorisée, et le doyen Tialati accorde à Jacques Malherbe la clause de la nation la plus favorisée. Et Jacques Malherbe l'accorde à moi je l'accorde à Jacques Malherbe, on est lié par la clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire que si le doyen Tialati passe avec moi un accord de commerce, un accord de commerce dans lequel nous accordons le droit de douane déductible, avec l'avantage du droit de douane déductible, automatiquement, Jacques Malherbe va bénéficier, grâce à sa clause de la nation la plus favorisée, va bénéficier du droit de douane déductible. Autrement, il suffit que deux autres, le Maroc et la Mauritanie, pas l'Algérie, la Mauritanie, oh, on le sait, le Maroc et le Sénégal passent un accord commercial en disant ben, nous accordons le système des droits de douane. Automatiquement, tous les États qui sont liés avec le Maroc et tous les États qui sont liés avec le Sénégal par la clause nationale ont automatiquement le système des droits de douane déductibles. Ce qui fait qu'à une autre année de poudre, le système des droits de douane déductibles se généralise. Pourquoi c'est de l'Ouest, les femmes meurent parce qu'on ne se lave pas les mains. Pourquoi des milliers d'emplois meurent, des milliers d'entreprises se localisent, la concurrence fiscale le jour, les États se cassent la tête, comment résoudre le prix des transferts, les sociétés contrôlées, on nous en parlera encore, le système de fou pour essayer de contrer les effets négatifs de la concurrence fiscale. Mais pourquoi les États ne font pas une chose aussi simple que de se mettre en avant? D'abord, nous autres bêtes. Quand en 1947, on fait l'erreur ontologique, technique, d'aller à la réduction des droits de douane pour en final arriver à la suppression des droits de douane, alors que la bonne route, c'était la déduction des droits de douane, pas la réduction, la déduction. Pourquoi on ne le fait pas? Mais on ne le fait pas parce qu'en 1947, dans la boîte à outils du CAD, on n'a pas inventé les crédits d'impôt. Le système des crédits d'impôt, qu'on puisse rembourser un impôt conceptuellement, on n'a pas. Et dans ce commerce international, il y a nos amis des États-Unis d'Amérique. Et nos amis des États-Unis d'Amérique sont les seuls sur la planète à ne pas avoir la TVA. Les Chinois ont la TVA, les Coréens ont la TVA, les Japonais ont la TVA. On introduit à partir du 1er janvier la TVA en RDC, dernier État africain à la République démocratique du Congo, qui déjà doit bien connaître ça, la RDC, dans des cas historiques là-bas. La planète entière a la TVA, mais les États-Unis n'ont pas la TVA. Or, le système des droits de douane déductibles, c'est un OGM, c'est un organisme douanier génétiquement modifié. On a pris le gène de la TVA, c'est-à-dire la déduction, et on a greffé le gène de la TVA sur le droit de douane. On a fait une transgénèse fiscale. On a pris le gène de la TVA, biologie, ils ont greffé le gène de la TVA, mon équipe de recherche, on a greffé le gène de la TVA sur le droit de douane.
Et quand on greffe le gène de la TVA sur le droit de douane, et bien le droit de douane se met à répondre biologiquement au gène et devient déductible. Mais les États-Unis, qui n'ont pas la TVA, qui ne connaissent pas le système d'amont, même si Karl Schubert les pensait, comprends pas, ça leur est étranger ce système-là. C'est pas dans la boîte à outils conceptuelle du géant. Et c'était pas dans la boîte à outils disponible en 1947. Et voilà pourquoi on a embarqué dans la voie. Et bien comme on y est dans la voie. Et deuxième élément, les contribuables géants, avec le système actuel, mais c'est banco à tous les coups, puisqu'ils peuvent mettre les États en concurrence fiscale. Et donc ils y gagnent à tous les coups. Le système de la réduction, de la réduction pour aller à la suppression, c'est des avantages colossaux pour Boeing, pour Caterpillar, pour Kodak, pour Microsoft, pour Total, pour toutes les grandes multinationales. Donc, surtout que les choses ne changent pas. Surtout que les choses ne changent pas, puisque nous sommes les complétants. Donc, si vous voulez, les bénéficiaires des délocalisations ne veulent pas que ça change. Et conceptuellement, dans la boîte à outils mentale, finalement, ça n'y est pas. Ça n'y était pas. On a pris la mauvaise voie. Et c'est très difficile, quand vous avez pris dans votre vie la mauvaise voie, c'est très difficile de revenir en arrière, parce que ça voudrait dire, les amis depuis 60 ans, on regarde, on fait n'importe quoi. On pourra participer, je vous assure, aux négociations de Seattle, de Cancun, de Doha, de Hong Kong, et la dernière, que j'ai participé à Genève, et puis après le site ne pourra pas réussir. C'est hallucinant ce que vous voyez. Tous les soirs, il y a 42 bonhommes qui rentrent dans ce qu'on appelle la green room, dans la chambre verte. Ils rentrent vers 7h du soir, ils sortent à 6h ou 7h du matin. Donc là, il y a la puissance invitante, mais donc on est à Cancun, il y a le Mexique. Et puis on fait rentrer l'Union européenne, pas les Français, pas les Italiens. L'Union européenne rentre, l'Union européenne rentre quelques grands îles de Brésil, l'Inde. Et puis, il y a, comme disent les Africains, on a été invité par les sorciers. Donc on invite, pour avoir une triangulation géographique, le Sénégal, on invite quelques États africains, quelques États asiatiques, il y a 40 îles. Ils rentrent avec juste 2 collaborateurs derrière. Alors il y a un collaborateur spécialisé dans l'agriculture, l'autre dans l'industrie ou l'aéronautique. Il y a une antichambre, comme si on était là-bas. Là, il y a 2 autres collaborateurs, c'est comme les joueurs de football, vous voyez sur le banc, il y a des joueurs remplaçants, il y en a 2 autres, et ça va négocier toute la nuit. Ça commence le lundi, le mardi, le mercredi. L'Union européenne a mis sur la table, pour avoir un accord à 27, elle a mis sur la table la position, c'est-à-dire l'Union européenne joue au poker. Donc elle a montré son jeu à tout le monde à la planète entière à l'avance, puisqu'elle avait obligé de négocier. Et les autres, ils ont les cartes cachées, le Brésil, tout ça. Alors l'Union européenne arrive avec Peter Mandelson, il va écouter les amis, on va réduire encore les droits de douane de 50%. Très bien. Si vous les réduisez de 50%, vous pourriez les réduire de 70%. Ah, vous voulez pas. On les mardi, à mercredi. Et donc mercredi, on rentre à le soir. Bon, les amis, c'est quoi? C'est jeudi. Vous voulez pas? À vendredi, quoi. Et vendredi, bon, ben, la salle est réservée jusqu'à vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. Et donc, on se quitte le vendredi soir. Il y a 153 États qui n'ont pas pu se mettre d'accord. Et on refait ça à Cancun, on fait ça à Doha, et on va faire ça après les élections présidentielles. Avec le système des droits de douane déductibles, mais on s'en fout qu'un État mette des droits de douane. Il peut ne pas payer, il peut faire travailler les ouvriers pour rien, il peut faire ce qu'il veut, il y a des droits de douane. Et ces droits de douane ne les font pas d'obstacle, puisqu'ils se transforment en crédit. Et donc, on a réalisé le mariage extraordinaire de Ricardo et de Frédéric List. Ricardo étant le champion du libre-échange et Frédéric List étant le champion du protectionnisme. Et bien là, il y a l'accouplement, le mariage du protectionnisme et du libre-échange, et ça donne les droits de douane déductibles, ça donne, encore une fois, l'invention dont on a besoin. Marché unique planétaire, il manque une monnaie unique planétaire. C'est pas l'euro qui manque, c'est une monnaie unique planétaire. Et une banque centrale mondiale aussi. Mais là, la monnaie unique planétaire, là, c'est les crédits douaniers, qui, encore une fois, ça, ils se reproduisent eux-mêmes en tournant. Alors après, il y a des problèmes techniques. Pendant combien de temps, il y a des problèmes de droit budgétaire, on ne peut pas tout traiter en 7 ans. Pendant combien de temps le crédit douanier serait-il valable? Est-il valable pendant 1 an? Est-il valable pendant 2 ans? Étant entendu que l'État a comptabilité dans son budget, à un moment donné, il faut bien voir. Bon, ça, on peut traiter. Il y a après le problème de fraude aussi. De même qu'il y a la fraude de la TVA dans l'Union européenne sans frontières, il y a des petits malins, il y a de vrais problèmes techniques, mais on ne va pas traiter en 5 minutes tous les problèmes techniques.
le choc. Voilà. Là, on a ciblé deux systèmes en face des méfaits de la concurrence fiscale, un système classique sectoriel, un impôt essentiel, qui est l'impôt sur les sociétés et qui est le système européen, qui est un bon système, mais qui pose problème. Mais on a un système qui résout tous les problèmes. Le problème des agriculteurs, le problème des industries, le problème des délocalisations, le problème des destructions d'emplois, le problème des asymétries, économiques sur la planète. C'est le premier instrument du XXIe siècle, c'est le premier outil de pilotage de sociétés humaines qui sont en train de se mondialiser. Et je termine par là. Le grand drame que nous vivons, et qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout dépend, et de gens et de l'intelligence des peuples. Le grand drame que nous vivons, c'est que nous sommes à une grande période dans l'histoire de l'humanité, une grande période de transition. Nos générations ont vécu deux choses terribles. Elles ont vécu d'abord un grand choc, qui est la fin du monde agricole. Pour la première fois il y a 2 ans, le nombre de citoyens sur la planète a été supérieur au nombre de paysans, au nombre de ruraux. Ça, c'est un choc anthropologique depuis le néolithique, un choc anthropologique terrible. La disparition du monde, un peu du monde paysan. Dans le fin fond de nos cerveaux à tous, nous vivons sur une nappe phréatique fossile, qui est la nappe rurale, qui est la nappe agricole. Nous sommes tous des enfants de l'Irak, entre le Frat et le Tigre, la Mésopotamie. Nous sommes tous des enfants de cette civilisation rurale. Et elle est en train de disparaître, déstabiliser l'humanité. L'homme est déstabilisé. Un choc anthropologique terrible pour l'homme. On va disparaître l'ordre naturel des choses. Premier choc. Deuxième choc, qu'on me pardonne, mais c'est pas négatif ce que je dis, un choc terrible dans nos sociétés occidentales et extrêmement ce qu'on a appelé positif, mais c'est un choc quand même, l'indépendance de la femme. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme a été maître, c'est un choc terrifiant, positif, mais terrifiant dans nos sociétés, qui étaient des sociétés paternalistes, mâles, quelles qu'elles soient, terrifiant, sauf les Amazones, la chambre en président Kadhafi, dernière fois au mois de juin, il y avait des Amazones, mais la plupart, c'est des sociétés patriarcales. On a ces deux grands chocs terribles dans la conscience des hommes au sens humain. Et le troisième choc, qui est la planétisation. Ça, c'est pas un choc anthropologique, c'est un choc politique. Tous les dirigeants du monde sont déstabilisés. La boîte à outils qu'ils ont ne fonctionne plus parce que la boîte à outils, les outils s'arrêtent à la frontière. Or, la frontière, elle disparaît. Et donc, tout le monde politique est déséquilibré, il n'arrive plus à résoudre. Ils ont essayé de créer